Chers amis, chers collègues, au nom du CITE, le Centre de recherche interdisciplinaire sur les technologies émergentes de l'Université de Montréal, j'ai le grand plaisir d'accueillir le professeur Mauricio Ferraris qui va venir nous parler de choses passionnantes, c'est-à-dire Kant, et d'autres choses tout aussi passionnantes et fascinantes, le cellulaire, et surtout évidemment de cette petite conjonction de coordination qui rend le propos infiniment plus stimulant et quelque part énigmatique, mais certainement quelque chose qui va intéresser absolument tout le monde ici. Donc je cède tout de suite la parole en fait à Michael pour quelques annonces complémentaires, et puis après Marcello va vous présenter brièvement le professeur Ferraris. Merci Eric. Bonsoir tout le monde, Michael Sinatra, département d'études anglaises. C'est surtout pour remercier en fait le doyen de la faculté, Gérard Boismenu, qui ne peut pas être avec nous ce soir, qui a supporté la mise en place du nouveau centre de recherche interuniversitaire sur les métiers numériques, qui a sponsorisé la conférence de M. Ferraris ce soir. Donc au nom du doyen, bienvenue à tout le monde et sans attendre plus avant. Bon, voilà, alors moi aussi j'ai quelqu'un à remercier, en particulier l'Institut italien de culture de Montréal et M. Stiglio qui a contribué à l'organisation de cette conférence et à accueillir M. Ferraris. Évidemment, je remercie aussi le département de littérature de langue française et Benoît Mélenchon qui aussi a participé à l'organisation de la conférence. Après tous les remerciements, je suis vraiment honoré d'accueillir Mauricio Ferraris. Je vous le présente rapidement. Je suis Mauricio Ferraris, je disais tout à l'heure à la radio que compte beaucoup pour moi parce qu'il a été un des coupables du fait que je m'inscrive à philosophie quand j'avais 17 ans, parce que Maurizio est très présent comme éditorialiste sur un des principaux quotidiens italiens, La Repubblica, et où je suivais déjà ses articles. Et donc il est professeur titulaire de philosophie théorique à l'Université de Turin, où il a fondé et il dirige le LABONT, le laboratoire d'ontologie. Il a été élève de Gianni Vattimo à Turin et puis de Jacques Derrida à l'EHSS à Paris. Donc encore aujourd'hui, il continue à écrire pour La Repubblica, il est directeur de plusieurs revues, il est co-directeur de Critique d'ailleurs, et de la revue francophone d'esthétique. Il a été directeur d'études au Collège international de philosophie, il a été visiting professor un peu partout, mais je citerai juste l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Il a écrit à peu près 40 livres, donc je lui ai dit que je lui demandais pardon, mais je n'allais pas lister les titres, et écrit et traduit dans plusieurs langues, italien évidemment, portugais, français, anglais. Je citerai juste quelques titres sortis en français. Goodbye Kant, ce qui reste aujourd'hui de la critique de la raison pure, 2009. Théo, ontologie du téléphone mobile, qui est sorti en 2006 chez Albin Michel, et évidemment c'est de ces thématiques qu'il va nous parler aujourd'hui. Plusieurs œuvres ont été traduites en anglais, et je citerai juste Documentality, Why It Is Necessary to Leave Traces, qui est la dernière sortie. Je pense que le manifeste pour le nouveau réalisme va sortir en anglais, ou il est déjà sorti, ou il va sortir rapidement. Et je vais citer le dernier, un des derniers livres, pas les derniers, mais les derniers que j'ai lus, je dois avouer, qui est Anime et iPad en italien, et en français Âme et iPad, et je suis très content que ce livre a pu être traduit en français par les éditions PUM, et Antoine Desbusseaux est ici. Et donc, il sera un des premiers livres qui sortira dans la collection Parcours numérique que Michael Sinatra et moi avons lancé chez PUM. Donc, il y aura une édition augmentée du livre en ligne, le texte accessible gratuitement en HTML, et le livre, évidemment, papier. Donc, encore une fois, merci beaucoup Maurizio d'être ici, et je te laisse la parole.
Merci. Alors, je suis tout à fait reconnaissant d'abord à Marcello pour cette invitation et puis à vous tous, à tous ceux qui ont. Donc, tout le monde a remercié quelqu'un et je dois remercier tout le monde. En plus, il faut, outre les remerciements, il y a les excuses. D'abord, Kant et le cellulaire. Il pourra arriver que je dise par faute le portable, puisque on dit le portable en France. Moi, je suis en Italie, mais je suis accoutumé à dire portable, qui ne veut pas dire ceci, mais veut dire le cellulaire. Donc, il faut que vous faites ces changements de coordonnées linguistiques. C'est une chose intéressante quand même, le fait que cet objet qui est le plus partagé du monde, selon le bon sens, selon Descartes, en effet a des noms différents dans tous les endroits. C'est-à-dire, j'ai découvert, par exemple, pour se borner au français, il y a en Suisse, c'est les nartels. En Belgique, c'est GMS. En France, c'est les mobiles, le portable. Et au Québec, c'est le cellulaire. Donc, va savoir. En plus, on peut multiplier les questions portant sur le portable, c'est-à-dire sur le cellulaire. Et l'autre excuse que je vais, pardon que je vais vous demander, c'est le fait que par paresse, disons, seulement le titre est en français, tandis que le PowerPoint sera en anglais, puisque je vais faire, ce n'est pas la prévalence de l'anglais, c'est-à-dire j'avais fait ceci à Boston, c'était donc en anglais, et alors vous devez m'excuser si ce que vous verrez sera en anglais, mais j'essaierai quand même de parler en français. Et le troisième pardon que je vous demande, qui est le plus sérieux, c'est le fait que je parlerai beaucoup plus du cellulaire que de Kant, et ceci pas pour mais parce qu'il n'y a pas assez de temps. Avant de commencer, je demandais à Marcello combien de temps on avait, et alors j'ai conclu que parler de Kant de façon, disons, analytique et du cellulaire, c'était trop. Alors, j'ai fait la tâche la plus simple. Simplement, le cellulaire, il y aura avec des références à Kant, disons. Je vais parler du cellulaire avec des références à Kant, bien que, en ce moment-ci, il y a un autre Allemand qui serait plus intéressant au point de vue du cellulaire, c'est-à-dire le chancelier Merkel, qui a eu des problèmes avec son cellulaire, mais voilà. C'est le sujet. Si on veut réduire la question, qu'est-ce que Kant a à faire avec le cellulaire, c'est le fait que il y a des choses très anciennes qui ont un effet dans la contemporanéité. Et c'est ce qu'on appelle l'émergence, vous savez, l'émergence. Je vais parler de l'émergence. Là, c'est un passage dont l'original devait être en allemand, parce que c'est un passage de Ernst Junger, vous savez, cet Allemand qui a écrit sur la technique dans les années 30 et qui, dans un essai, il a dit une chose que je trouve vraiment importante, c'est-à-dire la technique comme dans une possession continuellement nous présente une multitude de choses très anciennes. C'est-à-dire, on a une mauvaise image de la technique lorsqu'on pense que la technique, c'est quelque chose qui nous transforme et nous apporte quelque chose de radicalement nouveau. Ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire, la technique, c'est plutôt quelque chose
qui nous présente quelque chose de très ancien et nous le met sous nos yeux. Par exemple, Aristote avait dit que l'homme est un animal social et la technique nous donne Facebook. Aristote avait dit que l'homme est un animal doué de langage et en effet le cellulaire nous le démontre d'une façon même excessive. Là c'est Junger qui est lui-même une chose très ancienne puisqu'il a vécu jusqu'à 103 ans. Bien qu'il a reçu, je crois, 18 blessures dans la Première Guerre mondiale. C'était quelqu'un qui avait de la chance. Et ce que je vais vous dire sur l'émergence, c'est qu'il y a quelque chose de radicalement nouveau sur le Soleil, et ce sont les pyramides. C'était des choses vieilles comme les pyramides qui nous sont apportées par la technique. Et alors, essayons de voir vite cette multitude de choses très anciennes. Je veux dire, la chose très ancienne qui nous est montrée est l'écriture. L'écriture qui est aussi une chose, disons, un peu brutale, un peu sauvage, on le verra, et je veux dire, le conte de Kafka sur la colonie pénitentiaire nous le dit mieux que d'autres contes. Je vais présenter trois thèses fondamentales, c'est-à-dire ce qui paraît maintenant, ce qui se présente comme le plus nouveau des nouveaux médias, c'est l'enregistrement, ce qui émerge et qui caractérise les nouveaux médias par rapport aux vieux nouveaux médias. Les nouveaux médias par rapport aux vieux nouveaux médias, c'est l'enregistrement et notamment l'écriture. Ce qui veut dire que ce qui représente la nouveauté des nouveaux médias est quelque chose de tout à fait vieux, justement comme les pyramides. La deuxième chose, c'est je vais vous présenter une esquisse de cette théorie de la documentarité qui serait une théorie avec laquelle j'essaie d'expliquer le fonctionnement du monde social, c'est-à-dire pourquoi c'est tellement important d'avoir des documents. Et on a des documents justement parce qu'il faut enregistrer les actes sociaux, mais même, je veux dire, au fond, en effet, là, on est en train de documenter ce que je suis en train de faire, et ceci rendrait, disons, ma performance plus importante que s'il n'y avait personne, je crois. Et ensuite, si vous étiez amnésique, par exemple, ça ne vaudrait pas la peine de faire des conférences. Et je veux dire, vous ne perdrez rien quant à cette conférence en général, mais ce qui est nécessaire pour la constitution d'objets sociaux tels que les conférences, les taxes, le gouvernement, les vacances, les voyages, il y a toujours quelque chose d'imprimé, d'enregistré quelque part. Et ceci explique pourquoi des objets comme le portable sont devenus si importants dans notre vie. Non par un hasard, non parce qu'on est bête, on a tellement envie de nous distraire, je ne sais pas quoi. Non, puisque c'est devenu une espèce d'archive portatif qui contient toute notre vie et maintenant, c'est devenu littéral, c'est-à-dire lorsque on a le billet d'avion dans le portable, c'est la démonstration. Pourquoi on a le portable ? Pour y mettre le billet d'avion, ce qui n'était pas nécessairement dans l'esprit de celui qui a inventé un téléphone. Donc,
ce que caractérise ces nouveaux médias, c'est le fait qu'ils sont en train de produire des documents, ce qui n'était pas forcément l'attitude des vieux nouveaux médias, disons par exemple médias comme la radio ou la télé, sans mémoire, sans enregistrement qui était la radio et la télé classique. Et la troisième partie de ma conférence, ce sera la partie, disons, apocalyptique, qui nous montre comme, normalement, lorsque il y a des nouveaux médias, il y a toujours un débat entre apocalyptique et intégré. Les intellectuels sont normalement apocalyptiques et puis deviennent intégrés dans leur vie privée dans une vitesse impressionnante, mais c'est vraiment comme ça. Mais normalement, le type d'apocalypse qui est présenté, c'est une apocalypse, on va devenir tout bête. C'est le type d'apocalypse. Moi, je trouve que l'apocalypse qui nous est présenté par les nouveaux médias, c'est plus sérieuse que celle des vieux nouveaux médias, c'est-à-dire ce n'est pas simplement question de devenir bête, mais de travailler tout le jour, et continuellement, en tout instant de notre vie, c'est-à-dire la mobilisation totale, qui était un rêve nazi de Junger, qui avait écrit dans les années 30 un article intitulé « La mobilisation totale », disant c'était une grande chose la Première Guerre mondiale, puisque tout le monde a été mobilisé pour la première fois. Les guerres d'Ancien Régime n'étaient pas comme ça. Maintenant, il y a cette guerre qui transforme toute une nation dans une mobilisation complète. Il faut continuer comme ça. En effet, la mobilisation totale n'a jamais marché, sauf quand le portable est apparu dans le monde. Mais on va voir comment et pourquoi. Je commence donc du premier point, c'est-à-dire l'enregistrement. Vous savez, là, vous voyez un illustre Canadien, Marshall McLuhan, qui avait fait cette... en plus, il était vraiment un homme d'esprit, puisqu'il disait, moi, comme principe, je ne fais jamais de prophéties, sauf les prophéties portant sur ce qui est déjà arrivé. Donc, c'était un homme prudent, et moi aussi je serais dans ce même style, sauf que il a fait quelque chose, et c'est intéressant au point de vue psychologique, il a fait une prophétie de quelque chose qu'il croyait être arrivé et qui n'était pas arrivé. Donc ça peut arriver parfois, c'est-à-dire il avait fait la prophétie de la fin de l'écriture. Il imaginait que on ne devait plus écrire, on aurait quelque chose comme ça qui ressemble un peu à ces vidéos cellulaires que pendant 10 ans on nous a dit que auraient pris leur place dans le monde et n'ont pas pris leur place dans le monde pour des excellentes raisons, c'est-à-dire on ne peut pas parler comme ça et en public en général, c'est indiscret. Mais quand même, il y a des gens qui le font, mais ce sont des exceptions. Là, on pensait que c'était la norme. En tout cas, ce que McLuhan considérait comme un constat et non comme une prophétie, puisqu'il ne voulait pas faire de prophétie, c'était la fin de l'écriture. Or, rarement une prophétie était démentie d'une façon si forte. Si, par exemple, on considère que pour fêter le 100e anniversaire de sa naissance, le Canada lui a consacré un timbre. Consacrer un timbre pour fêter quelqu'un qui avait prévu ou constaté la disparition de l'écriture, c'est un paradoxe sur lequel je crois qu'il faut
faut y réfléchir, parce que ce n'est pas simplement le fait que, on pourrait dire, non, l'écriture, il est vrai, mais qui écrit des lettres maintenant? C'est peu de gens qui écrivent des lettres. Il est vrai, il y a peu de gens qui écrivent les lettres, mais il y a beaucoup de gens qui écrivent des emails et surtout qui utilisent le portable. Vous direz, c'est une obsession. Non, c'est le portable, pardon, le cellulaire. Alors, il y a cette dimension. Maintenant, regardez, on pourrait dire d'un côté qu'il y a un moment où on dirait que McLuhan avait raison, puisqu'il est vrai qu'après sa prophétie de la disparition de l'écriture sont apparus les ordinateurs. Donc, en effet, les gens ont commencé à écrire. Mais en même temps, après les ordinateurs, sont apparus les cellulaires. Et on dirait, tu vois, il avait raison, puisque tout le monde a commencé, comme dans une espèce de Pentecôte absolue, a commencé à utiliser les cellulaires. Et même pour des raisons... par exemple, là c'est une réflexion qui a été faite. Le cellulaire, c'est le plus universel des médias, puisque même les cultures ont des tabous. Par exemple, dans la culture islamique, on ne peut pas boire de l'alcool. Néanmoins, on peut utiliser le cellulaire, c'est-à-dire là, il n'y a pas, ou bien là c'est un mormon. Les mormons, comme vous savez, ont des restrictions mais ils peuvent utiliser le cellulaire. Ils ne devraient pas manger des animaux impurs, mais ils peuvent utiliser le cellulaire. Ils peuvent utiliser le cellulaire. Là, on dirait que ce sont des cellulaires rudimentaires. Non, par contre, à l'époque, étaient des cellulaires très évolués. Qui pouvaient parler dans le Tibet. Là, c'est un cas de fusion entre religion et cellulaire, puisque c'est une forme de prière, et c'est un, disons, ora et labora. Elle est en train de prier, en même temps, elle parle. Donc, là, on dirait, la prophétie de McLuhan s'est réalisée. Tout le monde est en train de parler sans limite. Eh bien, ces photos sont vieilles photos. Elles remontent à une dizaine d'années. Si on regarde néanmoins l'évolution du cellulaire, on découvre que la chose se passe un peu autrement. C'est une évolution. C'est intéressant puisque ce n'est pas étudier l'évolution de l'histoire du monde, mais de quelque chose dont la plupart d'entre nous a vu l'apparition, la naissance, l'évolution, c'est-à-dire c'est une histoire tout brève, plus brève que par exemple, je ne sais pas, l'évolution humaine. Voilà. Alors d'abord, lorsque se présente le cellulaire, ça sert excessivement pour parler. Là c'est une photo que j'ai trouvée et ce n'est pas une photo fausse, c'est une véritable photo. Cet homme a une identité historique, j'ai même découvert son nom. Et c'est un usage là aussi, disons, théologique du cellulaire, puisqu'il est en train de parler devant les murs. Il y a quelqu'un chez lui qui dit, moi je ne peux pas venir là, mais tu peux parler. Donc on dirait, lorsque tu as créé le cellulaire comme un téléphone sans fil que tu apportes où tu veux, tu as trouvé l'essence du cellulaire, tu as réalisé le constat de McLuhan. Qu'est-ce que tu veux en plus? C'est réalisé, c'est fait.
on a cette universalité de la parole avec un outil qui nous permet de parler dans n'importe quel moment. Non, c'est immédiatement changer la chose et très vite, et en surprenant même, disons, les techniciens du cellulaire, s'est transformé dans une machine à écrire. Là, c'est un vieux cellulaire pour démontrer comme très vite a commencé à apparaître ces choses-là qui ne sont plus comme dans les vieux téléphones des chiffres pour mémoriser ou quelque. Non, sont vraiment. C'est un clavier qui deviendra plus compliqué, mais c'est un clavier. C'est intéressant et c'est, si vous voulez, une contestation de Platon qui disait, ou de Platon, de Rousseau, c'est une espèce de grammatologie appliquée si on veut évoquer l'esprit de Derrida. C'est-à-dire, il y a toujours l'idée que si on peut parler, on n'a pas besoin d'écrire, et on écrit simplement parce qu'on ne peut pas parler avec des gens qui sont éloignés. On invente la façon de parler avec tout le monde en tout le moment, et dès qu'on a cet outil, on commence à écrire. Ça, c'est quelque chose qui devrait être frustrant pour McLuhan et bizarre au point de vue philosophique. Comment ça se fait que quand tu peux parler, tu décides d'écrire? Et ça n'était pas prévu par ceux qui ont projeté, lorsque les textos, comment ça s'appelle, lorsque les textos ont été introduits dans l'usage cellulaire, eh bien, on imaginait que cela aurait été une manière de communication technique, ce style de passage de frontières. Même maintenant, ils nous disent qu'on a passé des frontières, le cellulaire. C'est-à-dire, les tarifs, ou bien il ne te reste que cette somme de crédit, et comme ça. Non, mais ce qui s'est passé très vite, c'est qu'on a utilisé le cellulaire, non pour des raisons techniques, mais pour écrire, même pour divorcer. Apparemment, on peut divorcer par écrit en écrivant 3 fois I divorce you, je divorce, c'est pas cette formule, mais ça on peut se faire par cellulaire, et c'est mieux de le faire par cellulaire. En plus, donc, le passage de la voix à l'écriture. Mais ce qui est intéressant, c'est que très vite, les cellulaires n'ont seulement la possibilité d'écrire, mais ont une mémoire croissante, c'est-à-dire sont devenus des machines à enregistrer, prendre des photos. Voilà, ça ce n'est pas un cellulaire rudimentaire, mais c'est une bière à forme de cellulaire. Au Ghana, c'est un artisanat local. On fait aussi des bières à forme de bouteilles de Coca-Cola, de Cadillac Impala. On comprend même très bien pourquoi on fait ça, c'est-à-dire comme le moment est triste alors. Mais néanmoins, on peut raisonnablement se demander pourquoi se faire enterrer dans un cellulaire, et sur ce point, je n'ai pas de réponse sûre. Mais on a des preuves historiques des gens qui sont fait enterrer avec un cellulaire. Non dans, mais avec. Par exemple, Tony Curtis s'est fait enterrer dans son iPhone, avec, c'est tout petit, avec son iPhone 3, s'est fait enterrer. Et la question qui immédiatement se pose, c'est pourquoi?
c'est-à-dire parce que on sait très bien que l'iPhone 3 a une batterie faible. En plus, il est probable que dans l'endroit où se trouve, il n'y a pas de champ. Et surtout, tu es mort. Donc, tu n'as aucune raison d'avoir un cellulaire avec toi. Néanmoins, si on considère que le cellulaire n'est pas seulement une machine pour parler ou pour écrire, mais pour enregistrer, la chose devient tout à fait claire. C'est-à-dire, comme le pharaon, Tony Curtis apportait avec lui ses archives, ses images, tous les contacts de sa vie en plus. C'est-à-dire, ça c'est vraiment anormal comme nouveau média, d'avoir un nouveau média qui nous ramène à l'Égypte, mais je veux dire à l'Égypte ancienne. Et alors ça devient tout à fait clair. Il y a un sens de se faire enterrer avec son cellulaire. En plus, dans le cas de Tony Curtis, toute la cérémonie s'est passée à Las Vegas dans un hôtel qui s'appelle Memphis, je crois, qui est un style égyptien, donc vraiment la chorégraphie était parfaite. Mais par-delà de ça, on comprend très bien que se faire enterrer avec un téléphone fixe, c'est une activité de pourvu de sens, je crois, à moins que c'est quelqu'un de très prudent, on ne sait jamais, et donc on se fait enterrer. Ou bien, je ne sais pas, un employé d'une compagnie téléphonique qui se fait enterrer avec un symbole de son activité, qui sait, mais quand même par exemple, pour rester dans la dimension des chroniques, vous savez que des problèmes judiciaires se sont passés à un moment donné pour Dominique Strauss-Kahn, puisqu'il devait récupérer son portable. Il avait oublié son portable. Et tandis que si quelqu'un perd son téléphone fixe, à supposer que cela soit possible, c'est bien évidemment, il n'a rien perdu, sauf un appareil technique qui, branché avec un réseau qui n'est pas donné au préalable, te permet de communiquer. Si tu perds ton téléphone portable, c'est-à-dire ton cellulaire, tu vas être inséré dans un cellulaire. Non, je veux dire, si tu perds un archive, tu vas perdre quelque chose qui est vraiment à toi, puisque ça contient des enregistrements qui a à faire avec ta vie, ce n'est pas un pur instrument technique. Et tous ces enregistrements pour faire quoi? Pour construire des objets sociaux, bien entendu. On construisait des objets sociaux bien avant les cellulaires. Les cellulaires nous autorisent à construire d'une façon automatique, continuelle, des objets sociaux, puisque tout enregistrement qui arrive commence à donner des promesses. Ça augmente, on va en parler, aussi notre responsabilité, puisque dans les années 60, par exemple, à l'époque des vieux nouveaux médias, il y avait ce débat, on est submergé par des informations. Moi, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de dramatique à être submergé par des informations, suffit lire moins. Ce n'est pas si grave. Ce qui est grave, c'est que maintenant, on est submergé par des requêtes de réponses. C'est-à-dire, il y a des gens qui t'écrivent et te rejoignent et tu dois leur répondre. Donc, c'est une responsabilité bien plus forte. Ce n'est pas passivement regarder la télé. C'est quelqu'un qui te demande des choses et qui sait comment répondre. En tout cas, la dernière partie, c'est un tombeau en forme de portable, là aussi vieux portable, mais expressive puisque ça donne l'idée d'une communication et je voudrais remarquer que ça donne, disons, un nouveau sens plus profond, plus métaphysique à la question fondamentale qu'on pose au portable, c'est-à-dire t'es où?
puisque il y a un sens tout banal, mais il y en a un autre qui sait. Et donc, pour revenir à la question de la construction des objets sociaux, si on admet qu'un objet social est soumis à une loi que j'ai cherché de formaliser, objet égale acte inscrit, c'est-à-dire ou enregistré, un objet social tel qu'une promesse, une conférence, un titre nobilier, un menu dans un restaurant et une œuvre d'art absolue, etc., est quelque chose qui requiert un acte fait au moins par deux personnes, c'est-à-dire on ne peut pas se promettre quelque chose. Par exemple, il faut qu'il y a au moins deux personnes. Une société en miniature, disait le philosophe écossais Thomas Reid, qui a parlé pour la première fois de ce type d'actes sociaux. Et que a le caractère, c'est que selon moi a été moins souligné par les philosophes, sauf par Derrida dans une conférence qui s'est passée au reste au Canada, à Trois-Rivières. C'était la conférence des pays francophones, de philosophie francophone qui s'est passée à Trois-Rivières en 1971. Et il a donné une conférence dont le titre était signature, événement, contexte, où il soulignait comme les actes sociaux ont besoin, ce que Austin appelait les speech acts, c'est-à-dire l'exemple classique est le mariage. Lorsque je dis oui dans le mariage, je ne suis pas en train d'écrire quelque chose, je suis en train de construire quelque chose, un objet qui n'existait avant. Bien, cet acte, observé Derrida, requiert de l'écriture, de l'enregistrement. Autrement, ce serait des actes nuls. La chose a été peu considérée, même par Derrida, et par contre, je la considère fondamentale, c'est-à-dire, est absolument nécessaire que tous les actes qui font partie de notre vie sociale soient enregistrés, autrement ils sont des actes nuls. Et ceci explique pourquoi. Faites réflexion sur la quantité de bouts de papier, choses, billets qu'on vous donne tous les jours. À chaque enregistrement correspond un objet social, par exemple. Maintenant, en plus, ça est en train de disparaître où? Dans le portable. Les billets, l'argent, toutes ces choses sont là. Puisqu'il faut avoir, on a la possibilité d'avoir une unique source d'enregistrement. Mais il faut que la chose soit enregistrée afin que l'objet social existe. Et ceci explique l'émergence fondamentale qui est à la base de ce nouveau média qui sont basés sur l'enregistrement, puisque c'est d'abord l'émergence de l'écriture, ce qui était censé disparaître non pas seulement par McLuhan, mais par tout le monde. L'idée était vraiment, et en effet, au point de vue empirique, il y a une disparition des archives dans les années 60-70. Par exemple, les écrivains ne s'écrivaient plus. Ils écrivaient leurs romans, bien évidemment, ne les téléphonaient pas, mais ils se téléphonaient, donc il n'y a plus ce type d'archives. Et d'abord, l'émergence de l'enregistrement. Si on compare les vieux nouveaux médias avec les nouveaux médias, ce qui est tout à fait évident, c'est que ces médias n'ont pas de mémoire. Et ces médias sont pleins de mémoire. Il y aurait un sens dans lequel ils ne sont que mémoire. Imaginez cet outil qui est paru il y a 10 ans, mais qui existe encore d'une façon un peu invertile, l'iPod.
l'hypothèse c'était quoi? C'était justement une mémoire. Pas plus qu'une mémoire. C'était un média qui consistait en mémoire. En plus, il y a cette émergence de la connexion, l'émergence de la bibliothèque, mais venant à la question de l'ontologie sociale. Pourquoi est tellement importante l'émergence de l'écriture et de l'enregistrement? Là, on peut dire, est-ce qu'il y a aussi l'émergence de ce que le philosophe américain John Searle a appelé intentionnalité collective? Puisque si je dis il faut avoir des documents pour avoir une société, avec ça je critique la version de l'ontologie sociale faite par Searle, qui est d'ailleurs la version prédominante dans les années récentes, par exemple dans des livres tels que La construction de la réalité sociale, où il dit comment est-ce qu'on fait les objets sociaux? Moi je suggère ce sont des actes qui s'inscrivent sur des supports, il faut enregistrer ces actes. Par contre, Searle a une explication qui est très intéressante. Il dit la formule qui construit les objets sociaux, ce n'est pas objet égale acte inscrit, c'est X comme Y en C. C'est-à-dire, il y a un objet physique X qui compte comme l'objet social Y dans un contexte donné. Il fait toujours cet exemple, il dit, par exemple, c'est philologique, je prends des dollars américains pour être plus philologique. Mais en effet, il prend ceci, il dit, vous voyez, là c'est un objet physique qui compte comme un objet social, c'est-à-dire de l'argent, dans un contexte C, c'est-à-dire par exemple dans le Canada en 2013. Alors, ce type, déjà, cette formulation, selon moi, a des problèmes, puisque, par exemple, on ne voit pas où serait l'objet physique, le correspondant physique d'objets socio-négatifs, tels que la dette. Ce serait où la dette de la Grèce? Dans le Parthénon? C'est pas clair. Alors, tandis qu'on peut dire, oui, c'est dans des documents. Donc, mais la chose la plus problématique, c'est qu'il dit que pour que les objets sociaux marchent, est nécessaire ce qu'il appelle l'intentionnalité collective, qui serait le fait que on fait parfois des choses collectivement, ce ne sont pas des intentionnalités individuelles, mais par exemple, il fait toujours l'exemple, lorsqu'on joue dans un orchestre, là on dit on joue, ce n'est pas moi qui joue et toi qui joues, tout le monde joue et il y a cette intentionnalité collective. Alors déjà, si vous voulez, c'est un problème de prendre des exemples comme jouer dans un orchestre pour dire comment marche la société, puisqu'on sait très bien que la société est bien moins harmonique qu'un orchestre, et en plus, l'orchestre suppose un entraînement qu'il n'y a pas dans la société. Mais quand même, on pourrait se demander, voilà, puisque par exemple, l'intentionnalité collective, ça marche pour des choses comme le barbecue. Est-ce qu'il y a un équivalent français pour le barbecue? On peut dire barbecue. Non, puisque par exemple, il faut dire chien chaud, non, hot dog. Alors, je me demandais s'il y avait un équivalent pour barbecue. Alors, pour le barbecue, ça marche très bien. C'est-à-dire, toi, tu apportes la bière, moi, comme ça c'est parfait. Mais malheureusement, la vie sociale ne fait pas seulement par le barbecue. Alors là, c'est vraiment difficile que, par exemple, qui subissait Auschwitz était pris dans un système d'intentionnalité collective. C'est largement improbable.
c'est-à-dire l'intentionnalité collective explique des activités coopératives, mais non pas des activités conflictuelles. Et par exemple, on fait souvent l'exemple pour l'intentionnalité collective du marcher ensemble, c'est-à-dire lorsqu'on marche ensemble, ce n'est pas moi qui marche ensemble, mais moi et l'autre qui marchent ensemble. Alors on peut imaginer des situations prototypiques de ce type. Alors on peut supposer, supposant que ce soit vrai, que les deux marchent ensemble. Mais évidemment, la typologie du marché ensemble a d'autres formes qui ne sont pas supportées par l'intentionnalité collective. Par exemple, ce type sont en train de marcher ensemble. Mais il est vrai que si ce marché ensemble peut justifier l'existence d'une intentionnalité collective, ce type de marché ensemble est bien plus compliqué, c'est-à-dire ils sont en train d'exécuter des ordres, pas de marcher ensemble. Peut-être qu'ils disent nous on marche ensemble, mais c'est surtout exécuter des ordres. Et ici, par exemple, marcher ensemble, c'est marcher sous la menace d'une arme, d'ordre, c'est-à-dire c'est le moins spontané et le moins collectif qu'on puisse imaginer. Donc, vraiment, l'idée d'intentionnalité collective a plusieurs problèmes et me semble doutable et un peu problématique, un peu simpliste, si vous voulez, pour décrire la réalité sociale. Tandis que, au fond, bien que plus, je ne dirais pas abstraite, mais apparemment bizarre, l'hypothèse que ce sont les documents qui gèrent et construisent la réalité sociale me paraît plus fondée que c'est l'intentionnalité collective qui construit la réalité sociale. Et ceci en plus explique pourquoi on a un investissement économique tellement élevé dans des instruments tels que les ordinateurs, les portables, les tablettes. Pourquoi on a fait ceci? Pourquoi on a inventé ces nouveaux médias? Parce qu'ils viennent donner des outils omnipuissants à la construction de la réalité sociale. Par exemple, au fond, là, on a un cas de marché ensemble qui semble plus raisonnable que l'autre. Effectivement, ils sont tous en train de compulser des documents qui sont placés ailleurs, documents formels ou informels. Par exemple, on a une attitude moraliste par rapport à des situations de ce type. Conduire ensemble. Et, alors, on a une attitude moraliste, peut-être il est innocent, mais les autres non. Mais je voudrais dire que ce n'est pas une culpabilité, puisque souvent on se répète ces jugements moralistes en disant on n'est pas vraiment ensemble, on est tous en train de regarder sur son cellulaire, alors il n'y a pas de lien social. Au fond, dans ce type de critique, il y a le même type de critique que Platon faisait contre l'écriture, en disant l'écriture c'est le mal, c'est l'extérieur, tandis que la voix c'est le bien, c'est la proximité, que Rousseau faisait contre l'écriture, il faut être fusionnement l'un près des autres, etc. Quel type de véritable perversité il y aurait, en plus, là c'est une forme de socialisation absolue,
moi je la trouve franchement un peu perverse, mais pour d'autres raisons. Pourquoi photographier son propre hamburger? Mais vous savez très bien, vous avez vu que parfois les gens photographent leur propre hamburger. Alors, si on fait une analyse ontologique de l'acte de photographier son hamburger, ce serait quoi? Ce serait de dire à une communauté, informer une communauté de ce qu'on est en train de faire et de documenter de la même façon obsessionnelle où, par exemple, les touristes documentent. Mais maintenant, on est tous touristes puisqu'on est tous munis d'un outil de ce type. Tout le monde a dans sa poche une machine à photographier. De documenter ce qu'on est en train de faire. Ce qui veut dire qu'on est dans un système social complexe, même plus complexe que si on se bornait d'une façon moins contemplative à manger son hamburger. Et même, par exemple, là, on dirait que c'est effectivement, c'est quelque chose que, par exemple, Rousseau critiquerait. Rousseau dirait que c'est pas bien comme ça, puisqu'il y a la proximité et en même temps il y a l'écriture qui s'insère dans la proximité. Il est en train de répondre à un mail. Mais lorsque Rousseau, dans les Confessions, dit qu'il est vécu longuement dans l'imagination, et lorsque il dit que au fond il aimait plutôt lire des contes d'amour plutôt que d'avoir d'histoires d'amour, c'est le premier qui démontre comme c'est véritable, comme les Rousseauviens qui se cache dans ce jeune homme est vraiment un Rousseauvien. C'est-à-dire, si il y a je voudrais dire, cette idée que la société faite par des présences proches et par le partage de cette intentionnalité vivante, me semble un peu bizarre, puisque tout ce que nous voyons de la société va dans notre sens. C'est-à-dire, déjà, par exemple, je ne sais pas si en Italie, il y a cette forme bizarre que lorsque tu vois quelqu'un, tu lui dis on se voit. Ce n'est pas un constat. C'est une façon de lui dire maintenant je n'ai aucune envie de te voir, ni de te parler, mais je vais différer dans un futur improbable, au moins dans mes espoirs improbables, le fait qu'on se voit et qu'on se parle. Maintenant je n'ai pas de temps. Notez comme les SMS vont remplir d'une façon, les textos vont remplir d'une façon parfaite, on se voit. Et même, par exemple, le type de communication dans les médias sociaux, ce que bizarrement on appelle médias sociaux, comme s'il y avait des médias sociaux. Mais, par exemple, c'est là aussi une façon de, on dirait, d'éloigner la proximité dans un contexte social. Pourquoi penser que le véritable social, c'est les proches, si en effet ce qu'on fait continuellement, c'est d'éloigner les proches? Pourquoi donner de pervers à tout le monde en imaginant qu'il y a une proximité et une normalité dans le lien social? Et surtout, si on ne considère pas qu'il y a un tas d'éloignements d'écriture, de documents dans le monde social qui est constitutif, on ne s'explique pas pourquoi on aurait inventé ce type d'instrument. Alors,
pour venir à la partie catastrophique. Je voudrais vous donner, j'ai évoqué le cas du mariage comme disons, acte social exemplaire, puisque par exemple ce philosophe John Austin l'a utilisé comme l'un des exemples typiques de performatif. Il évoque un autre exemple typique de performatif, c'était le testament, et donc qui n'est pas un acte de langage, puisque ça devient effectif. Il faisait l'exemple, je laisse mon horloge à mon frère. Ça devient efficace seulement lorsque tu ne peux pas parler. Donc, il n'avait pas analysé, lorsqu'il parlait d'acte de langage, ce type d'éventualité. Mais voyons, par exemple, pour des typologies de mariage, existe dans la législation française une institution qui s'appelle mariage posthume, qui consiste dans le fait que si quelqu'un a tous les documents en règle qui témoignent de l'intention de se marier avec un autre, si l'autre est mort, il peut se marier quand même. C'est apparemment une institution qui remonte à la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire pour des fiancés dont, disons, le fiancé avait moins de chances que Jung, par exemple. Et alors, mais ça existe encore. Apparemment, on fait 10 mariages posthumes par an en France, ce qui est beaucoup. On se demande maintenant quel serait l'avantage de cette institution. Le seul avantage qui est important, c'est qu'il ne prévoit pas les divorces posthumes. C'est-à-dire, c'est un acte absolu, le mariage posthume. On ne peut pas dire, tu sais, les gens chantent. Bon. C'est une preuve de la puissance de la documentarité, puisque s'il y a des documents, tu peux marier un mort. Par contre, faisons un autre cas. Disons un mariage entre des malades d'Alzheimer, où bien entendu sont tous malades d'Alzheimer, c'est-à-dire non seulement les deux qui se marient, mais ceux qui célèbrent le mariage, les témoins. Vous savez qu'il faut avoir des témoins dans le mariage. C'est intéressant puisqu'il faut qu'il y ait multiplier les inscriptions de l'acte. Les documents sont écrits dans une encre qui disparaît tout à fait. Et tout ce type de documents, de moyens d'enregistrement que existe non seulement durant les conférences, mais durant les mariages aussi, ce que, à nouveau, on ne comprend pas pourquoi, si on pense que ce qui compte est l'acte et non l'enregistrement de l'acte. Supposons que tout s'efface. Alors, le jour suivant, les deux amnésiques se retrouvent et se demandent qu'est-ce qu'on fait là. Le mariage en tant qu'acte est disparu et il pourrait réapparaître seulement si, par exemple, un document qui certifie le mariage reste dans un tiroir et après 20 ans, l'un des amnésiques dit « Ah, tu sais pourquoi on vit ensemble depuis 20 ans ?» Parce qu'on est mariés. Et ce qui est prouvé par ce document. Alors, le fait que s'il y a des documents, tu peux marier un mort, sans document, même deux vivants ne se peuvent pas marier. Naturellement, on dirait, mais il y a même des manières informelles de se marier qui ne requièrent pas de documents. Évidemment, je veux dire, sans enregistrement. Sans enregistrement, on ne peut pas avoir de promesses, on ne peut pas imaginer des promesses. La promesse, c'est au fond l'acte social fondamental. On ne peut pas imaginer une promesse parmi des amnésiques. Ça ne vaudrait pas la peine de faire des promesses avec des amnésiques. Parmi des amnésiques, c'est-à-dire que les promettants, les promisseurs sont
d'amnésique, on peut faire autre chose que des promesses. Et donc, oui, voilà. Je ne sais pas, j'ai trouvé, je ne sais pas si c'est un café qui produit de l'Alzheimer. Contre l'Alzheimer, un lieu de rencontre saltuaire, pour des raisons bien évidentes, entre malades d'Alzheimer, qui sait quand même. Alors, si on considère l'importance de l'enregistrement, on peut vraiment considérer que si quelqu'un disait que les montagnes, les lacs, les castors et les astéroïdes dépendent de nos schémas conceptuels, disons, si quelqu'un était un constructiviste très outré, dirait une chose qui est fascinante à leçon, mais qui est fausse. Quelqu'un qui dirait que les banknotes, les diplômes, les dettes, les prix, les punitions dépendent de nos schémas conceptuels, dirait une chose banale mais vraie. Alors, cela nous suggère que dans le monde social, il y a pas mal de choses différentes. Il y a les objets naturels qui existent dans l'espace, pas dans un space, non, un espace, et dans le temps, et qui ne dépendent pas de nos enregistrements, c'est-à-dire les montagnes ne dépendent pas de nos enregistrements, et les numéros aussi, par exemple, qui n'existent pas dans l'espace et dans le temps, ne dépendent pas de nos enregistrements, mais des choses comme celles qui sont traitées par les portables existent dans l'espace et dans le temps et dépendent des enregistrements. Les mariages dépendent des enregistrements. Par exemple, les dettes dépendent des enregistrements, les diplômes dépendent des enregistrements. Il y a toujours cette nécessité d'enregistrer. Et c'est ce type de réalité qui émerge avec les nouveaux médias. On peut dire que on a longuement parlé de la société de la communication, des instruments de communication. Mais au fond, la communication, ce n'est qu'une partie. L'élément fondamental de la vie sociale était l'enregistrement. S'il n'y avait que de communication sans enregistrement, il n'y avait pas de lien social. Et c'est ce type de caractère du monde social qui nous est éclairé par les nouveaux médias, tandis que le vieux nouveau média insistait plutôt sur la communication. Je ne veux pas dire par là qu'il faudra faire des départements de sciences de l'enregistrement après les départements de sciences de la communication, parce que les départements de sciences de l'enregistrement existent depuis toujours, c'est-à-dire la science est enregistrement, donc il ne faut pas faire. Et ce qui veut dire que si les choses sont ainsi, je voudrais d'abord réduire l'affirmation radicale de quelqu'un comme Derrida qui disait rien n'existe, il n'y a pas de hors-texte, vous savez, rien n'existe par-delà du texte. Non, je dirais plutôt qu'il n'y a rien de social par-delà du texte. C'est-à-dire, les montagnes existent par-delà du texte, et même cet outil en tant que tel, qui peut être utilisé, je ne sais pas comment, par un castor, existe par-delà du texte. Mais le mariage, lui, n'existe pas par-delà du texte. Non, là, c'est une... Et ce qui nous suggère, et je suis proche à terminer, là c'est la bonne nouvelle, vous savez, il y a ce sociologue polonais, Zygmunt Bauman, qui est devenu très réputé dans le monde, avec une analyse qui est fascinante
de la modernité et surtout de la postmodernité comme liquide, c'est-à-dire le lien social est moins fort et moins contraignant, et ça c'est aussi un problème puisqu'on a perdu tout ce cadre de fondement qui était typique du monde social. Moi je serais, si toute l'analyse que j'ai menée jusqu'ici est vraie, je serais très douteux quant à cette thèse. Moi, je crois que le lien social est plus contraignant que jamais. Et plus contraignant que jamais parce que tout est enregistré. Tout est enregistré. Par exemple, imaginez cette situation qui est tout à fait normale, c'est-à-dire la situation... c'est normal, non, ce n'était pas contre vous. Non, je veux dire, la situation des gens typiques que dans un café le soir discutent sur quelqu'un et concluent la conclusion normale de cette dispute que ce type est idiot. Le matin suivant, la chose a été oubliée. Mais si les mêmes disent la même chose sur Facebook, ceci reste pour l'éternité. Et ce n'est pas une modernité liquide, c'est une modernité pierreuse, absolument pierreuse, qui est contraignante. Imaginez, même ces personnes qui font des tweets et passent le reste de leur vie à demander pardon du tweet qu'ils ont fait, parce que ce tweet s'était fait peut-être dans un moment de détresse, qui sait, et ça a été réputé grave, et ça reste comme gravé et incancellable. En plus, avec cette caractéristique perverse du web qui garde toujours les bêtises et perd les choses intelligentes. C'est triste, mais il nous arrive parfois dans la vie de dire des choses intelligentes. Ça ne va pas demeurer dans le web. Mais si on dit une bêtise, on a la certitude que ça va durer. Ce n'est pas une blague, ce que je fais, c'est une partie. On sait très bien que, par exemple, le gossip, c'est une caractéristique fondamentale de toutes les sociétés. Et donc, la survivance du gossip a des possibilités bien plus élevées que, par exemple, la possibilité de survivance des dicts mémorables. Et donc là, déjà, on trouve que cette modernité n'est tout à fait pas liquide, mais c'est l'inverse. Celle qui est construite, ce monde social, non naturel, ce monde social qui est construit et renforcé par les nouveaux médias est bien plus contraignant que le monde qu'on aurait au téléphone, puisque au téléphone, on pourrait toujours dire, téléphone sans mémoire, ça ne s'est pas passé, je ne me souviens plus, etc., etc. Ce qui n'est pas le cas de cette mobilisation totale qui arrive par ces médias. Pour dire l'exemple de cette mobilisation totale, imaginons que, disons, dans la nuit entre samedi et dimanche, quelqu'un se réveille à 3 heures. Il ne sait pas que sont 3 heures, mais pour vérifier quelle heure est-il regarde le portable. Et c'est le portable, non, trop compliqué, le cellulaire. Et il découvre qu'il est 3 heures, mais non seulement que quelqu'un lui a envoyé un mail. Comme il est curieux et il s'agit de questions de travail, il ouvre ce mail et il commence à répondre. Ce qui veut dire qu'il est en train de travailler à 3 heures de la nuit, dans la nuit entre samedi et dimanche. C'est un cas pas... Qu'est-ce que
autorise ce type de mobilisation totale? Le fait qu'il y a des outils qui sont présents partout et sont toujours avec toi et qui ont la faculté d'enregistrer. Ce fait que la chose soit enregistrée la rend contraignante. Il faut que tu réponds. Ce sont des ordres écrits qui t'ont rejoint et il faut que tu réponds à l'ordre. Et là, on voit vraiment, et c'est la fin de ma présentation, la différence essentielle entre l'objet de gauche et celui de droite. Ce n'est pas une chose politique, mais c'est le rangement des objets ici. C'est-à-dire, le téléphone, le vieux téléphone immobile et sans mémoire, rendait possible une situation de ce type. Quelqu'un sort le matin à 8 heures, et à 8h03, sort de chez lui le matin à 8h, à 8h03, le téléphone commence à sonner. Et le téléphone continue à sonner pendant 8 heures, puis le type rentre, mais le téléphone a arrêté de sonner 3 minutes avant qu'il ne rentre. Comme il n'y a pas de trace, il n'a aucune responsabilité. C'est comme il n'avait pas sonné. C'est-à-dire, puis peut-être quelqu'un t'appelle, Matune, je n'étais pas chez moi. Fini, aucune responsabilité. Maintenant, lorsque on descend de l'avion, je dis on descend de l'avion puisque une fois je disais lorsque on finit d'écouter ou de faire une conférence, mais ce n'est pas vrai. Si au moins on écoute une conférence, c'est allumé, come acceso, c'est allumé, tout comme chez soi. C'est allumé. Mais si on fait une conférence, c'est plus compliqué d'avoir le portable, le cellulaire allumé, mais quelqu'un pourrait le faire. Tout de même, lorsque on réallume cet objet, commencent à apparaître des traces et d'enregistrements, des gens qui t'ont appelé, des mails qui répondent, et là commence cette angoisse de responsabilité. Lorsque la compagnie téléphonique te dit que tu as, une fois on disait, tu as le monde dans ta main, lorsque tu as le portable, te disent la moitié de la vérité totale, que tu as le monde dans tes mains, il est vrai, mais tu es dans les mains du monde, c'est-à-dire, j'ai raconté, ça n'a rien à faire avec l'enregistrement, m'a beaucoup à faire avec être dans les mains du monde. J'ai raconté à Marcello que ce matin à 5 heures, ma compagnie téléphonique italienne m'a appelé pour me proposer un deal. Et moi, j'avais demandé plusieurs fois d'arrêter avec ces offres. J'avais même avancé l'hypothèse que je considère vraie qu'il s'agit de stalking, parce que pourquoi ils doivent continuellement... et en plus... c'est anecdotique, mais ils te disent j'ai cette offre à faire, je suis en train de travailler, mais c'est vraiment urgent. Et là c'est bizarre. Mais à part ce type de choses, ce qui réapparaît effectivement, c'est le fait que là, il n'y avait pas d'obligation morale en tant que telle, et là, c'est plein d'obligations morales, et ceci simplement parce qu'ici, il y a des enregistrements, et là pas. Et donc, cela explique pourquoi on se torture avec l'écriture, comme dans la colonie pénitentiaire, et on le fait depuis les pyramides, qui est justement ce qui émerge dans l'émergence des nouveaux médias. Merci. Merci infiniment Maurizio pour cette belle conférence qui nous mène des pyramides aux nouveaux médias, comme tu l'as dit. Et donc, je donne la parole à la salle pour
ouvrir les débats. Je vais commencer. Peut-être pour revenir à la fin de notre conférence, pour parler des téléphones, et si vous aviez un commentaire sur cette appellation, maintenant que nous n'avons plus les téléphones, nous avons les téléphones intelligents, qui semblent être dotés d'une indépendance, d'arriver à vous suivre, et vous faire ça. Est-ce que vous pensez une évolution un petit peu aussi à cette notion d'objet inanimé qu'on transforme? Donc en fait, on a un interlocuteur qui n'est plus simplement une personne, pas une autre personne, mais le téléphone vous parle seul, sans parfois que quelqu'un d'autre vous appelle, il fait des recommandations, il intervient dans votre vie. Donc on introduit une intelligence artificielle, un autre communicateur un petit peu dans l'équation. Comment vous voyez un petit peu cette... Est-ce que c'est du marketing entièrement ou est-ce que c'est vraiment une étape un petit peu... Non, mais c'est déjà en place. Au fond, lorsque vous achetez sur le web un billet d'avion, c'est une fonction très intelligente, celle qui est faite par votre interlocuteur, à moins que vous considérez stupide l'employé de l'agence de voyage. Comme l'employé de l'agence de voyage n'est pas stupide, ce que fait le web, c'est intelligent. Et ça vaut pour une quantité immense de performances qui sont faites par ces médias. Alors, et on sait aussi comment la chose va évoluer, c'est-à-dire il y aura le téléphone qui dialogue avec la machine à laver. Mais on se demande, là aussi, quelle est la différence entre, disons, la vieille intelligence artificielle, celle qui disait que se demandait si l'ordinateur était une bonne image de l'intelligence humaine, et cette nouvelle intelligence artificielle. Et moi je trouve que ce qui change vraiment, ce qui rend intelligent ce nouveau utile, c'est l'effet d'être toujours avec nous. C'est là ce qui fait vraiment la différence. Et ce n'est pas, si vous voulez, simplement l'imitation, la reproduction des caractères d'un esprit. C'est la reproduction des caractères d'un corps. Un corps qui a une localisation physique, qui vous suit, qui est toujours avec vous, qui en plus vous rend retrouvable, puisque dans des coordonnées vous dit où vous êtes. Et par exemple, le fait qu'il vous dit où vous êtes, chose dans d'autres temps inimaginable, c'est une prestation qui a à faire avec notre physicité. Et comme on sait très bien que le caractère de l'intelligence humaine, de l'intelligence en général, c'est d'être embodied, inséré dans un corps, alors c'est cet objet qui paraît banal et stupide devient intelligent là où ils sont incorporés. Je me demandais où était passé Kant dans votre conférence. Oui. Et je me demandais dans le même mouvement s'il fallait, à partir de vos réflexions sur l'anxiété et ainsi de suite qui peut accompagner la nécessité de répondre à l'invention de l'appareil, si en fait ce petit appareil n'était pas devenu la matérialisation de l'impératif catégorique. Oui, on pourrait même dire que c'est tout doigt se réfère au doigt qu'on utilise pour le portable, le tout doigt kantien. Non, mais alors, d'abord, je crois qu'en effet, s'il y a une limite de l'impératif catégorique kantienne, c'est de se présenter, au moins dans sa formule, par-delà des contraintes physiques. C'est un devoir absolu.
on comprend très bien pourquoi Kant dit que c'est un devoir absolu, puisque autrement ce ne serait pas un impératif catégorique, ce serait hypothétique, subordonné à contraintes d'autres types. Et tout de même dans l'impératif catégorique, on peut trouver une contrainte empirique. La contrainte empirique est que l'impératif doit être... il faut se souvenir de l'impératif. Autrement, tu es complètement libre de l'impératif. L'amnésique n'a pas d'impératif catégorique puisqu'il l'oublie. Et justement, pour revenir à l'exemple de la colonie pénitentielle, qu'est-ce que écrit sur le dos soit juste? Donc, effectivement, c'est une bonne représentation de ce que, en effet, c'est l'impératif catégorique. Donc là, c'est un peu improvisé pour m'excuser de toute cette lacune kantienne. Vraiment, il y a eu quelqu'un qui trichait, nous promettait Kant et le portable, il n'a parlé que de portable. Non, mais il y avait toute cette autre partie qui était plus kantienne. Mais je veux donner une deuxième preuve de l'existence de Kant, de l'existence de Kant dans cet argumentaire, disons. Et c'est celle-ci. Quand je parlais des objets sociaux qui sont dépendants d'enregistrement et des sujets, c'est-à-dire s'il n'y avait pas d'objets sociaux, de sujets, il n'y aurait pas d'objets sociaux, ça c'est banal. Alors, toute la machinerie kantienne, qui consiste à dire que si on n'avait pas de schéma conceptuel, on n'aurait pas d'expérience, s'applique assez mal au type d'expérience qu'il suggère. Il disait, les intuitions sans concept sont aveugles, mais évidemment, on peut avoir des intuitions, des expériences sans concept. On peut très bien avoir mal aux dents sans avoir ce concept. On peut très bien imaginer la chose, on peut avoir des contraintes physiques sans avoir des concepts de ce type de contraintes. Donc ça s'applique très mal à la réalité, aux objets physiques que Kant avait dans son esprit. Là, évidemment, c'est que dans la critique de la raison pure se mêle une théorie de l'expérience et une théorie de la science. Moi, je crois que c'est très bien comme théorie de la science, comment avoir une expérience experte, mais c'est un peu outré comme théorie de l'expérience. Tandis que la théorie kantienne s'applique très bien à la dimension sociale, aux objets sociaux. Effectivement, si vous n'avez pas le concept de conférence, je crois que vous auriez encore plus mal que maintenant à vous demander qu'est-ce qui se passe. Puisqu'il faut avoir ou le concept de mariage ou le concept de funérailles, par exemple. Et si on mêle les deux concepts, évidemment. Alors, c'est passé ce type de référence lorsque je fais un cas que, quand même, pour les intuitions sans concept sont aveugles. Là, c'est quelque chose que pour, disons, un œil européen, c'est la démonstration du fait que dans le monde social, les intuitions sans concept sont aveugles. Le baseball, c'est un jeu très compliqué, très mystérieux, et lorsque on voit le baseball, ce qui en Europe arrive seulement dans les films, puisqu'on voit des films, on commence à dire, mais pourquoi il s'est arrêté? Et c'est celui qui avait... Comment ça se passe? C'est vraiment quelque chose de complètement mystérieux qui révèle comme en effet, dans le cas des objets sociaux, les intuitions sans concept sont aveugles, ce qui n'est pas le cas des objets naturels auxquels faisait référence Kant. Donc, je peux récupérer sur Kant, mais
Voilà, c'est tout. J'aimerais intervenir sur la question de la documentation dans le domaine des arts. Et amener quelque chose, c'est plus un commentaire, c'est pas vraiment une question. Je ne saurais pas vraiment comment peut-être poser une bonne question à partir de ça, mais à partir des années 60, au moment où les artistes ont commencé à faire de la performance, des actions, des manœuvres, à parler processus, on s'est mis à documenter. Et effectivement, dans les écoles d'art visuel, très souvent, le document est essentiel. C'est lui, au fond, presque plus que l'objet, qui témoigne du fait que ce qu'on a fait, même si un objet porte la signification de ce qu'on a fait. C'est comment on l'a documenté, ou à la limite même le commentaire qui, lui aussi, fait partie du document. Et je me demandais s'il n'y a pas une transition de l'objet au système. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est plus dans un paradigme d'objet qu'on va représenter, mais où on est dans un système, là, on veut objectiver peut-être, on crée un document. Voilà, un commentaire. Voilà, c'est très intéressant, c'est très important ce que vous dites, parce que, alors, l'objet d'art traditionnel est en tant que tel un document, puisque il répond à la loi objet-acte inscrit, c'est-à-dire il y a des sujets, un artiste et un destinataire, et il y a l'objectivation de cet acte que c'est l'œuvre. Là. Les premières performances, d'une façon assez singulière, étaient une critique de cette réification artistique. Il disait, il faut qu'il n'y ait aucune trace de la chose, même pas l'objet. Ce qui s'est passé, par contre, c'est qu'on a commencé à documenter d'une façon extrême. C'est exactement comme l'autre exemple, on parlait et on a commencé à écrire. On critiquait la réification et la documentation, et on a fait encore plus de documents, et ce qui pose en plus des problèmes techniques, puisqu'on sait que, par exemple, ces documents des années 60 sont difficiles à se conserver, c'est-à-dire une statue se conserve très bien, tandis qu'un documentaire d'une performance des années 60, ça se détériore. En plus, de plus en plus, je voudrais dire, l'art conceptuel est devenu un art contractuel. C'est quelque chose de plus en plus. Par exemple, les artistes transforment leurs œuvres. Quel serait le concept de l'art conceptuel? C'est le contrat. Par exemple, si Sol 8 vous envoie les instructions pour réaliser une chose. Donc là, c'est le document. Ou, par exemple, Cattelan. Cattelan a fait une dénonciation pour le vol d'une œuvre d'art invisible avenue dans son auto. Et il est allé auprès de la police, il a dénoncé, et il a cette dénonce. Et l'œuvre consiste dans le document de la dénonce de la disparition de l'œuvre d'art invisible. Là, la documentarité est évidente, c'est patente, comme l'autre, je ne me souviens plus, qui a fait un objet, et puis à côté, une déclaration solennelle disant que ce n'est pas un objet, une œuvre d'art. Donc, c'est très vrai ce que vous dites. L'ensemble des exemples de documents que tu as proposés, c'est des documents plutôt rassurants, c'est-à-dire qu'ils ont un contexte qui est clair et ils
s'insèrent dans des pratiques sociales, disons que nous connaissons, le mariage, même justement la plainte sur la disparition de l'œuvre d'art invisible, etc. Qu'est-ce qui se passe, selon toi, au moment où les documents, parce que quand tu parles de téléphone, ou quand on parle de web, plus que des documents structurés, on commence à avoir des données dans l'esprit de Tim Berners-Lee, ou de toute manière des traces un peu éparpillées et qui ne sont pas interprétables si facilement, c'est-à-dire dont la valeur sociale dans les pratiques sociales peut être douteuse, c'est-à-dire selon comment je les mets ensemble, ça peut avoir un sens ou l'autre, donc le contexte est un peu mis... Et alors, quelle est, selon toi, la valeur de ces... Est-ce que tu les considères encore des documents? Évidemment, ils ont quelque chose qui structure notre vie, les traces, par exemple, que nous laissons sur ce que je fais sur Facebook ou sur peu importe, et donc il n'y a pas ça et là. Quel est le statut de ce type de documents-là? Est-ce qu'ils sont des documents et est-ce qu'ils ont la même force de structuration du réel que justement un contrat de mariage? Alors, je considérerais d'abord que même les documents très structurés peuvent être ambigus. Donc, il faut d'abord considérer ceci, non pour aller contre ce que tu dis, mais pour montrer comment la chose est compliquée. Mais je distingue d'abord entre ce que j'appelle le document fort et le document faible. Le document fort, c'est l'enregistrement d'un acte. Le document faible, c'est l'enregistrement d'un fact, d'un fait. C'est-à-dire, par exemple, ça, dans le travail des historiens, est banal. S'il y a le testament d'un marchand du XIIe siècle, c'était un document fort à l'époque, puisque c'était la transmission de pouvoir, de richesse, etc. Maintenant, pour l'historien, est simplement l'inscription d'un acte, d'un fait, c'est-à-dire c'est savoir quels étaient les biens de quelqu'un dans le passé. Les objets qui se trouvent dans le web, dans beaucoup de cas, sont entre l'inscription, le document fort et le document faible. Et on peut toujours tourner le document faible en document fort et vice-versa. C'est-à-dire, on peut dire, par exemple, imaginons quel est le statut d'un I like sur me plaît. J'aime, ok. D'un j'aime sur livre de visage, ça s'appelle comme ça, n'est-ce pas? Alors, ça pourrait être simplement jeté là, puisqu'il n'y a pas l'option je n'aime pas, donc il y a seulement... Mais si par exemple ce I like, ce j'aime est fait pour des déclarations par exemple politiquement graves, si c'était pour l'exaltation du génocide, alors ça devient un élément différent. Par exemple, par exemple, et avec, en plus, le fait qu'on n'a pas de conscience du statut public. Si c'est privé ou public, par exemple, dans les médias sociaux, là c'est un problème, puisque lorsqu'on parle à la télévision, même si c'est la plus petite chaîne du monde, on est conscient du fait que c'est un acte public, ce qu'on est en train de faire. Lorsque on écrit, on publie, on fait des commentaires sur Facebook,
c'est toujours plus ambigu. C'est-à-dire, sur Twitter, c'est quelque chose. J'étais en train de parler avec des amis. Et ceci explique justement cette conflictualité et, disons, ces gaffes, ces scandales. Par exemple, le fait que Valérie Trierweiler s'appelle, je crois, la femme de François Hollande, qui a fait ce tweet contre Ségolène Royal. Alors, comme elle est une professionnelle de la télé, je crois qu'à la télé, jamais elle aurait fait ça. Elle l'a fait parce qu'elle se disait, bon, c'est quelque chose de semi-privé, je m'adresse à mes amis. Donc, même ce type de statut, quelle est l'adresse de tout cela, tandis qu'on sait très bien qu'il faudrait savoir très bien que toute chose qui est inscrite et enregistrée peut avoir une visibilité mondiale, peu importe où. Il m'est arrivé, par exemple, après une conférence, normalement, les rares cas où on me demande un entretien, je dis je préfère le faire par écrit, puisque souvent on peut équivoquer, et en plus, par exemple, supposons que tu as un mot que tu détestes. Ils utiliseront sans doute ce mot et t'attribueront d'avoir utilisé ce mot, bien que ce ne soit pas le tien. Mais peu importe. Alors, si par écrit, c'est plus sûr, tu contrôles ce que tu écris en principe. Mais il m'est arrivé une fois, après une conférence, qu'on m'a dit, vous savez, il y a des étudiants d'une école qui ont leur petit journal et qui voudraient vous faire un entretien, vous demander un entretien. Il me semblait impoli de dire qu'ils m'écrivent, je vais leur répondre. Alors j'ai fait cette fiction d'entretien classique. Le jour suivant, cet entretien était présent sur le web, exactement comme si c'était sur les plus grands médias, puisque le web s'est fait comme ça. Pour ceux qui sont intéressés à la chose, heureusement, les gens ne sont pas tellement intéressés à ce que je dis, donc, mais en principe, c'est comme ça. Alors, si on considère ceci, on voit cet immense poids de responsabilisation et d'ambiguïté qui est au cœur de ces nouveaux médias. Peut-être que je vais juste rentrer pour indiquer aussi, avant que les gens commencent à partir, que demain, Maurizio fera aussi une autre conférence à McGill à 13h30 en anglais cette fois, mais il y aura aussi une autre opportunité de continuer à parler, pas pour interrompre Michel pose la question, mais c'est juste comme je sais que la pudeur, les gens vont commencer à discrètement sortir, je voulais mentionner la conférence demain à McGill. Justement, les gens ont beaucoup de temps. Okay. Voilà. Je suis curieux de savoir comment vous analysez la relation de l'enregistrement au temps, peut-être à la temporalité, enfin c'est l'enregistrement avec une temporalité propre, qui peut-être peut transformer dans le temps. Je parle d'un exemple. Au moment de la Commune de Paris, toutes les archives d'état civil à Paris ont été détruites. Cela dit, ensuite, on a constitué, on a fabriqué ce qu'on appelle l'état civil reconstitué. On a donc l'état civil. Or, ontologiquement, je ne sais pas si on peut faire l'analyse de différence entre ces deux étapes des enregistrements, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un premier enregistrement, une série d'enregistrements ayant une inscription granitique, comme vous diriez, pierreuse, comme vous avez dit, dans une authenticité, dans un temps authentique, et puis la deuxième, dans un temps qui a un statut complètement différent. D'une certaine manière, c'est aussi ce qu'on retrouve comme problématique lorsque ça intéresse un certain nombre d'entre nous ici, nous éditons quelque chose. Un texte édité sur du papier a un certain statut ontologique, ça a un rapport à sa temporalité. Lorsqu'il est simultanément édité en version numérique, c'est le même,
c'est un autre. Est-ce que ce qui fait la différence, ça va être la relation au temps, son existence dans le temps? Le papier va exister avec ses paramètres, etc. Le numérique, un autre. Le numérique, d'une certaine manière, efface le temps, sort les objets du temps, alors que le papier fait exister du temps. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez analyser en fonction de ce que vous nous avez présenté? Oui, absolument. C'est-à-dire, par exemple, pour revenir à l'exemple de la commune, la réécriture de l'archive a été fonctionnelle au fait qu'il fallait avoir des archives, mais il était clair que c'était la reproduction d'une archive originaire disparue. Il faut en plus savoir si la reproduction était fidèle, puisque n'importe quelle tricherie pouvait être faite dans ce contexte. Si vaut le principe des amnésiques, il doit y avoir des changements à le statut civil de pas mal de gens durant la reconstruction de ce type d'archives. Mais par-delà de ça, il est vrai que le papier, l'exemple typique, vous avez fait l'exemple du livre. Mais mieux j'imagine que vous pensiez l'exemple du livre, mais plus encore, c'est le journal. Imaginez, il n'y a rien de plus vieux que le journal d'hier, c'est-à-dire rien de plus daté, de plus inséré dans l'espace-temps. Par contre, lorsqu'on va sur le web, on est dans une contemporanéité absolue. Il y a même des choses très vieilles qui sont présentes dans cette sans date finalement. Donc, en effet, et en plus, sur le web, on peut en principe corriger les textes continuellement. Et c'est pour ça que les gens t'envoient des PDF pour éviter que tu changes ce qu'ils ont écrit, j'imagine. Je ne sais pas, mais quand même, je crois, pour dater le texte. C'est-à-dire, au fond, le PDF, c'est l'outil qui te permet, dans le web, de donner une date, bien que... donc, il est vrai, il y a d'un côté le technique de la production et la création d'un temps, et de l'autre côté l'annulement du temps. Oui, il est vrai. Vous avez parlé de la fin de l'écriture. Moi, je voudrais vous entendre peut-être savoir, est-ce que vous croyez qu'avec l'idée, comme aux États-Unis, on parlait de la fin de l'apprentissage de l'écriture papier-crayon, apprendre aux enfants à écrire directement sur la tablette, croyez-vous donc à la fin de l'écriture papier-crayon sur un papier, la fin du métier? Mais non. Surtout pas. Je me borne à un constat que ce type d'objet, qui est pratiquement le seul objet produit en Italie qui a une circulation internationale, a été inventé, disons, c'est pas une grande invention, après l'ordinateur. Et a une circulation importante, c'est-à-dire on trouve partout où on va, on ne sait pas pourquoi, probablement, j'imagine, pour écrire, qui sait, mais j'imagine pour écrire. Alors évidemment, si on apprend aux enfants à utiliser seulement l'ordinateur et les drones, peut-être, on peut donner les deux instructions en même temps et aux écoles primaires. Évidemment, ce type
deviendront d'une certaine façon analphabètes, d'une certaine façon, bien entendu. Et historiquement, ça s'est passé. C'est-à-dire, par exemple, on sait très bien qu'il y a eu un moment où la disparition de la caste des prêtres en Égypte a rendu incompréhensible les hiéroglyphes. Et il a fallu attendre jusqu'à Champollion pour... là, ce ne serait pas vraiment ce type de cas. Ce serait peut-être, sans doute, une perte de manualité, puisque on sait qu'il y a tout un type de coordonnement qui surgit de la chose. Mais comme vous savez, il y avait cette chose de science fiction où il trouve quelqu'un qui est capable de faire des multiplications très simples, mais comme tout le monde utilise l'ordinateur, de voir ce type qui fait 5%, ça fait 25, c'est une merveille de trouver quelqu'un, écoute, il sait écrire à la main. Ça pourrait être des nouvelles habilités, les plus riches, les plus sophistiquées, qui vont dans des écoles très chères pour apprendre. Et là, on peut imaginer tout un marché. Une autre question? Pour rester dans le domaine un peu scientifique, j'avais une question par rapport à une œuvre d'Asimov qu'il a écrite, je ne sais plus exactement, au milieu des années 60, il me semble, qui s'appelle Sous les feux du soleil, dans laquelle en fait les robots qui sont considérés comme étant les objets, l'archive ultime, puisque c'est la technologie qui se déplace et qui agit, permet en fait aux êtres humains de ne plus avoir à communiquer directement de manière visuelle et physique, mais de rester uniquement chez eux et donc de communiquer uniquement par distance. Est-ce que vous pensez que la technologie justement peut amener à terme à la déstructuration, voire même à l'effacement du lien social direct, et donc même du concept même de lien social, parce qu'il n'y aurait plus de rencontre directe entre les individus, donc plus de capacité de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes? Alors, la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes est bien plus forte avec le web que sans le web. C'est-à-dire, avec le web, on connaît une immensité de gens. Je trouve même trop de gens. Je ne suis pas, comme on dit, sur Facebook, mais j'ai du mal avec mon courrier. Et je crois que ce mal est déjà issu du fait que la multiplication des rapports écrits, des relations est importante. Alors, dans ce que vous dites, je trouve un peu cette abstention qui peut être critiquée, qui consiste à imaginer que le véritable lien social est seulement les liens sociaux en présence, le lien social en présence physique. Ce qui voudrait dire d'ailleurs qu'en ce moment, le seul lien social existant est celui entre nous. Là-haut, on sait très bien que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, nous avons des liens sociaux bien plus forts en absentia, par exemple maintenant, qu'en presentia. C'est-à-dire, j'imagine qu'il y a des liens sociaux entre vous. Aussi, entre moi et vous, en ce moment, il y a un lien social, mais je ne dirais pas que c'est le lien social absolu ou le paradigme du lien social. Par exemple, j'ai sans doute un lien social important avec une institution qui n'a pas pour moi même pas de représentant physique, c'est ma banque. Et c'est un lien social très important, fait de confiance, c'est pas pour dire que je suis sans cœur.
puisque la conclusion serait... Mais c'est le fait que si on considère bien dès que les gens ont inventé la technique, ça a été plutôt pour éloigner la présence physique que pour l'approcher. Disons, en effet, quelqu'un aurait pu dire, écoute, si tu inventes l'écriture, et tu inventes l'écriture pour des raisons bancaires, comme on sait très bien, parce que c'était pour... peut-être que quelqu'un aura l'idée d'utiliser l'écriture pour des raisons télécommunicatives. Et alors, l'écriture permettra de maintenir des relations sociales avec des gens qui ne sont pas physiquement présentes, donc des relations sociales anomales et potentiellement nuisibles pour la véritable relation sociale, le véritable lien social qui est le lien social en présence. Je vais simplement, imaginons, puisqu'il y a un moment où quelqu'un a dit, comme on a de l'écriture, on pourrait l'utiliser non seulement pour l'enregistrement, mais aussi pour la télécommunication. Et l'objection possible aurait été celle-ci. Ouais, si les individus n'ont plus besoin de se rencontrer directement, s'il n'y a plus le lien premier en fait. Là. Après, je me base sur ce texte-là qui est quand même assez particulier parce que le contexte décrit à l'intérieur est vraiment extrême pour mettre en valeur justement ce problème de communication. Mais si les individus dès la naissance n'ont aucun contact avec une autre entité, on va dire une autre entité humaine, comment le lien social peut-il se créer puisque la définition même de la communication avec l'autre n'existe pas? Est-ce que la technologie ne va pas justement empêcher la création de ce lien premier qui sert de base justement à toute communication avec l'autre? Donc la reconnaissance de l'autre en tant que potentiel de communication. Vous voyez, j'imagine que les gens devraient naître quand même d'êtres humains, c'est-à-dire au nom des parents. J'imagine, puisqu'on peut même imaginer qu'il n'est pas des parents. Mais ce serait très, très, très compliqué. Je veux dire, en effet, la raison ultime pour la présence physique, c'est la reproduction de l'humanité. Je ne trouve en principe, plutôt que la chose de la communication, puisque on sait très bien qu'on peut avoir des sérieux problèmes de communication si quelqu'un, c'est-à-dire même dans la présence physique d'un mauvais père ou d'une mauvaise mère, peut créer ce même type d'incapacité communicative, reconnaître l'autre, etc., que de l'absence. Donc, on pourrait, sans difficulté, imaginer des machines sages et aimables qui vous apprennent la reconnaissance de l'autre. Ce n'est pas impossible en principe. Je le trouve compliqué. Je le trouve, mais pas impossible. Et quand même, je répète, comme j'imagine l'existence d'un engagement éthique, non seulement par ma banque, mais même par une compagnie aérienne, c'est-à-dire si j'achète ce billet, et puis, alors, je me fâche, bien que ce n'a pas été un rapport avec un agent humain, mais avec une machine qui était représentante d'une compagnie, donc quelque chose de très peu
physiquement, humainement localisable. Alors, Je voudrais juste dire, c'est comme un cyborg en fait. Sauf qu'on a tendance à imaginer un cyborg comme étant purement machinique. Mais avec le web et les médias sociaux, il y a une partie humaine. C'est comme un cyborg à chair humaine entre les bornes, par exemple. Dans Star Trek. Je pense interpréter bien la pensée de Maurice en disant que les objets naturels ne dépendent pas des documents et qui commencent à être 8 heures, donc on a faim, et que ça ne dépend plus des documents. Je remercie beaucoup. Oui, c'est l'autre problème pour le lieu complètement web. Mais comme vous savez maintenant, les ordinateurs pourront reproduire l'hamburger directement. Et donc, merci beaucoup.